En fin d'année, on aime bien lever le pied et surtout prendre du recul sur ce qui s'est passé. Il y avait une catégorie qu'on faisait en début d'année, c'est les recommandations. Oui, elle a C'est un disparu. thème qui a disparu un petit peu parce que, pour être honnête avec vous, on s'est tout fait un petit peu avec le format où toutes les semaines il fallait réfléchir à une reco et tout. Et du coup, ça devenait un peu moins naturel. Et Puis il y avait des semaines où on recommandait rien, quoi, globalement. bah c'est ça, donc soit on évitait, soit il y avait une personne qui faisait une reco. Donc je me suis dit, réinstaurons un petit peu ce format, mais dans un épisode dédié à ça. Et peut-être que si ça vous plaît, on recommencera cette initiative peut-être une fois par mois ou Ouais, quelque un chose truc comme comme ça. ça. Ouais. Je pense On que c'est verra, une mais bonne en tout cas, voilà, bienvenue dans nos recommandations. On va parler de tout ce qui nous fait plaisir. Donc si vous êtes là pour une catégorie spécifiquement, regardez dans le chapitrage, on vous mettra un petit peu ce que vous voulez voir, mais on va parler de séries, on va parler de jeux vidéo, on va parler de livres. L'idée c'est de ratisser large et bien évidemment de tech, puisque on aime ça évidemment. Donc voilà, posez-vous tranquillement. Si vous êtes en voiture, j'espère que vous roulez bien et qu'il n'y a pas trop d'embouteillage avec les vacances, les retours, etc. Et bien évidemment, je suis accompagné de mes osios, parce que je fais pas ça tout seul. Comment ça va? Les sociaux. C'est terrible. Il est fou. complètement bourré celui-là. Effectivement. C'est qui l'a ramené Je sais pas. Pourtant, il est venu en 2 roues, je crois, en plus. Ouais, C'est vrai. ouais, Monsieur Rewan, ça y est, il fait du vroom vroom. C'est pour Là, ça il c'est m'a un dit vroom je vroomer. suis venu avec en conduisant avec les yep. Ah, je comprends. pourquoi. Pas, rupteur, pas. Ok. Vos motos fait vroom. Moi, je connaissais pas Panamericano. Tu es vieux, Mathieu. Bon, en tout cas, voilà, C'est c'est donc ça. tout de suite les recommandations qui restent, qui nous nourrissent et qui font du bien à la tête. Allez Mathieu, fais-nous plaisir avec une petite reco. Si c'est pas un jeu vert, je me casse. Ah, si c'est pas un jeu vert, je me casse. Si c'est un jeu VR, moi je me casse. Ah, d'accord. Alors, on va commencer par une série. On va dire que j'ai choisi mon camp. C'est le genre de série, tu vois. Alors, j'en ai 2 en une, mais je vais les mixer pour quand c'est une thématique un peu commune. C'est des séries que j'ai regardées et qui sont un peu l'équivalent de ce que les gens te disent quand je vais à la salle de sport. J'ai une playlist qui me met la patate, qui me fait soulever des haltères de zinzin, tu vois. Et ben moi, c'était des séries, quand je les finissais de les regarder, les épisodes, etc. T'étais chaud. T'as envie de croquer De le monde tout entier. éclater, ouais. T'as envie de dire demain je me lève, je suis le king. Alors il y en a une très rapidement, c'est justement sur le Wu-Tang, la création du groupe de rap américain, le Wu-Tang Clan. Donc je crois que c'était du HBO de mémoire. Et en fait, on revient sur la genèse du groupe. Et ça me parle beaucoup parce que c'est l'histoire, on va mettre le principal, on va dire, le principal personnage de la série, qui est Reza, qui est le membre, on va dire, fondateur du Wu-Tang, qui avait cette faculté de réunir autour de lui les talents de son quartier, les talents hip-hop de son quartier, de rap de son quartier. Les talons de toutes les filles. Écoute, non, là, pour le coup, il y a beaucoup de filles, c'est vrai, puisqu'on est typiquement dans les années 80, 90, là où vraiment le hip-hop commence à trouver West son Coast. âge doré. Je savais que t'allais Là, on parler n'est de ça pas dans sur tes la recos. West Coast, on est sur la East Coast, la parce East que Coast. là, c'est le Bronx, voilà. Et donc, en fait, en fait, c'est intéressant comme histoire. Il y a une espèce de fiction. Alors, il y a un peu de fiction, hein, notamment comme dans tout. Hein, C'est un peu mais romancé. par contre, c'est intéressant de voir qu'il a réussi à mettre autour de lui un groupe, ils sont 7, et il a réussi à mettre des gens qui, à la base, se tiraient dessus dans leur quartier, que lui arrivait à être fédérateur pour leur dire, les gars, on a du talent ensemble, on va se réunir et on va créer ce groupe légendaire qui est devenu le Wu-Tang. Et je trouve que l'histoire est bien racontée. C'est les membres du groupe, hein, et certains membres du groupe qui sont au cœur de raconter cette histoire. Et aujourd'hui, de voir qu'ils sont pratiquement tous ensemble. Ils ont donné des bangers, hein, comme Method Man, pour ceux qui connaissent, Old Dirty Bastard. Et voilà, que des grands noms, Raekwon, du Wu-Tang. Voilà, il y a que des dingueries. Et en fait, c'était un groupe qui était complètement barré parce que eux, ils étaient captivés. Tu sais, ils vivaient dans des quartiers ghetto très pauvres. Et en fait, leur passe-temps, souvent, c'était d'aller au cinéma. Sauf qu'ils ne pouvaient pas se payer, on va dire, les grandes sorties du cinéma. Il y avait beaucoup de cinémas qui leur proposaient de regarder des films chinois de kung-fu, Shaolin et tout ça. Et ils sont dans cette mouvance comme ça où ils ont été bercés donc au film chinois avec les... Donc, parce que Wu-Tang, c'est justement... c'est un film qui s'appelait Wu-Tang. Et du coup, ils sont bercés par ce narratif-là qu'ils vont vendre dans leur musique. Et vraiment, même si vous n'êtes pas du tout aficionados du Peura,
C'est vraiment une série que je vous recommande parce qu'en fait, ça traite quand même de la musique, mais de manière très noble, je trouve. Il y a un épisode où on voit comment il compose une musique dans sa tête. Il fait venir des musiciens, il les fait rejouer, il les fait sortir, il y a une dinguerie comme ça dans un des épisodes. Et il y a une histoire aussi humaine, un peu comme ce qu'on retrouve dans les mangas, de progression du personnage et qui arrive à l'apogée. Avec son clan et tout. Exactement, avec les galères que ça a eu à droite à gauche. Il a eu un moment stratégique où il a créé le groupe et en fait à un moment il décide, lui, en tant que leader, de faire signer chaque rappeur dans chaque maison de disques séparément pour ils aient leur propre carrière solo. Et il a fait des fois des choix controversés qui l'a mis un peu dans la merde avec certains des membres du groupe. Bref, en tout cas, c'est une série inspirante pour les gens qui aiment entreprendre. Et Ça me fait penser à chaque fois que Vas-y. tu parles du Wu-Tang, ça me fait penser à notre voyage à Niort, Ouais. où justement tu m'as parlé de cette histoire qui était très chouette. J'ai spoiler alert, j'ai toujours pas Ouais, regardé, je sais. mais il faut que je le fasse. Je vais faire comme tout le monde, je vais prendre le temps de le faire. Et dans la même mouvance, très rapidement, il y a une série qui s'appelle BMF pour Black Mafia Family. Et en fait, c'est pareil, c'est une histoire qui inspire parce que les mecs, c'est des entrepreneurs de zinzin. Ils vont développer, et là, tu vas rigoler, à la fin des années 80, alors ils sont issus d'un quartier de Détroit qui est le quartier le plus qui a été ravagé après, tu sais, l'industrie automobile qui s'est cassé la gueule à ce moment-là. Plus personne n'a de travail. C'était une terre de, on va dire, tu sais, d'opportunités au début pour les gens qui venaient s'installer pour trouver un travail dans l'automobile et tout ça. Et à un moment de crise, tout s'arrête et les gens sont dans une pauvreté incroyable. Et deux frères, Big Mitch et Terry alias Soswaiti Flannery, qui ont une vision d'un partenariat fraternel ensemble et ils vont développer le trafic de drogue le plus emblématique des États-Unis. Il leur a fait des ravages qu'ils vont inonder tous les US, c'est-à-dire qu'ils partent de leur quartier et ils deviennent le GAFAM, on va dire, les parrains de la drogue dans tous les US, et ils vont tremper aussi dans quelques petites histoires parce que le hip-hop et la rue, ça n'a jamais été très très loin. Donc il y a des petits passages où aussi ils essayent de faire des incursions pour notamment laver leur argent sale dans la musique et dans le hip-hop. Et en gros, c'est une fratrie qui va fonder un empire et qui va se déchirer aussi à cause de cet empire. Mais il y a un côté comme ça, salle de sport, je te dis, où les mecs, ils ont des idées avec 3 fois rien, où ils se retrouvent dans une merde noire et ils trouvent des techniques pour s'en sortir, devenir plus fort et tout ça. Donc, bon, là, on parle de drogue, c'est pas terrible, mais par contre, le mindset, la mentalité des mecs est assez admirable à regarder. Et c'est une série qui est produite par 50 Cent, et dont un des deux acteurs est le fils d'un des vrais membres des deux frères, Big Mitch. Donc, c'est son fils qui incarne son père à l'écran. Et Ça, donc, c'est très stylé. C'est très, très, très stylé. Et il y a tout un drama autour de la série. Il y a un lore autour de la série complète à aller découvrir. Il y a des dramas, des bifs entre les rappeurs et tout ça. Allez voir, c'est très, très fun, très, très ouf et assez inspirant. Mais écoute, moi je vais continuer dans cette spiritualité de série en vous parlant de Pluribus. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Mais cette série? Pas du tout. Non, je connais des bus au pluriel, mais... Alors, Pluribus, ça vient pas de là. Si tu veux d'ailleurs un petit peu l'anecdote de ce nom, Pluribus, c'est plusieurs en un. Voilà, si je te fais une petite étymologie. Pluribus, c'est une série télé qui est sortie sur Apple TV+, très récemment. On parle du 7 novembre 2025, qui est une série de science-fiction, de drame, de comédie noire et un thriller psychologique. Là, ça te met plein de tags. Oui. Mais c'est surtout une série qui a été créée par Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul. Oh, Donc là, déjà, ça vous met un petit Ça peu part plus... les bails. ça met les coucous sur ta table. Exactement. La série, pour vous dire, elle se déroule dans un monde post-apocalyptique. Pas vraiment. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que demain, l'événement se passe. Pour vous mettre un petit peu Ok. la temporalité. En fait, il y a une entité qui arrive sur Terre et qui transforme presque toute l'humanité en une conscience collective heureuse. Ok. Carol Sturka, la personnage principale, c'est une romancière de renom qui est l'une des rares à être immunisée par ce phénomène. On compte entre 10 et 12 personnes dans son même cas, qui se retrouvent du coup seules avec d'autres survivants et qui cherchent à comprendre ce qui s'est passé. Donc depuis le début de la série, t'es un peu en mode mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe quoi, sachant que ça commence sur des scientifiques trouvent un truc un peu bizarre et en gros 30 jours plus tard, t'as toute l'humanité qui se transforme et qui se rassemble. Tout le monde interagit de la même manière. C'est que Rewan, Quentin,
Mathieu, sont la même personne. Oui, oui. C'est Interagissent vraiment ensemble. la conscience. C'est la conscience collective. C'est comme si on était tous branchés à un cerveau-maître quelque Exactement, part. sauf qu'on ne sait pas c'est quoi ce cerveau-maître. Donc Mm. forcément, ce personnage va essayer de décrypter qu'est-ce qui se passe, essayer de se renseigner, essayer de faire que la Terre redevienne comme elle l'a connue. C'est hyper fou, dans le sens où chaque épisode, forcément, ça t'intrigue et t'as envie de connaître la suite. T'es en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça peut nous arriver, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle et que tout Et je se pense rassemble? que c'est là où tu nous emmènes avec le truc psychologique, c'est une réflexion sur le fait que de plus en Exactement. plus, C'est un peu avec toute la standardisation de l'info, le fait qu'on délègue de plus en plus la réflexion à d'autres outils, on se met tous à penser de la même manière. Je pense que c'est un peu la exactement ça. méta de la plateforme, hein, parce qu'on va peut-être pas la lancer dans la reco, mais j'étais persuadé qu'on glisserait, on l'a peut-être déjà fait, Severance. Ça a été une des premières recos d'ailleurs des premiers épisodes de Bubble. Donc Tout à fait. ils sont un peu dans cette méta-là en ce moment. Bah, en vrai, ils en font beaucoup des séries, mais tu vois, par exemple, tu parlais de Severance, et bah, Pluribus, c'est devenu la série la plus regardée de l'histoire d'Apple TV+. C'est pour ça Ok. que je vous disais ce que vous connaissez. Ok. Elle a dépassé des titres, justement, comme Severance ou Ted Lasso. Une saison 2 a déjà été commandée, et les critiques sont Unanimes. vraiment très très bonnes dessus, notamment sur l'actrice aussi, Seahorn, Rhea Seahorn, qui interprète Carol Surka. Mais je vous la recommande vraiment. En fait, et c'est comme je vous disais, il me semble, en début d'année, quand on commence à se plonger dans une série Apple TV+, je sais pas comment ils font, mais c'est assez fort. Dès que tu commences une série où tu sais pas trop vers où ça va aller, t'es plongé dedans. Là, l'exemple qui me vient tout de suite en tête, c'est Les Gouttes de Dieu. Une fille d'une vingtaine, trentaine d'années hérite de son père qui a créé le guide Michelin globalement du vin, qui était un collectionneur de fous de vin, qui était hyper renommé dans le truc et qui hérite de tout ça, sauf qu'en fait son héritage est mis en compétition avec son c'est quoi le contraire de mentor? Son subordonné. Pas son subordonné, mais son étudiant préféré. étudiant, ouais. Globalement, on va le mettre comme ça. Padawan. Son on va Némésis. Son padawan, exactement. Et en gros, sa fille et ce padawan, sachant qu'elle ne parle plus à son père depuis X temps, vont devoir se confronter pour toucher l'héritage. Ah, c'est son apprenti en fait, pardon. J'étais J'étais genre le mentor et j'étais l'inverse du mentor, mais toi t'étais en fait le subordonné du mentor. Exactement, c'est Oui, ça. ok. Donc ils vont se confronter. Mais bref, ça me fait penser à ça où chaque épisode, tu commences, tu sais pas où ça va, et après ça termine sur un truc quand même grandiose, et surtout t'es plongé dans l'univers. Et Pluribus me procure exactement ça. Donc franchement, je vous la recommande vraiment, c'est hyper intéressant et ça donne envie d'aller plus loin. Moi, je vais vous lancer sur 3 jeux vidéo en particulier, enfin 3 et demi, vous allez voir pourquoi. Mais pour l'instant, je voulais juste venir vite fait sur Battlefield 6. Alors Battlefield 6, je vais pas vous le présenter, j'imagine que, à moins que vous ayez dormi dans une grotte pendant Cassage de gueule. globalement les 15 dernières années, vous devriez savoir ce qu'est Battlefield. Le truc avec le 6, c'est qu'il a eu l'effet un peu fédérateur de Call of à l'époque. Ouais, de la méta un peu tuerante, et tu te retrouves sur la PlayStation ou sur la Xbox pour jouer avec tes potes, où je me suis retrouvé là à faire des parties à 9 potes, comme à l'ancienne, en mode oh, tu te connectes et tout machin. Bon, on est obligé de jouer de subterfuge parce que techniquement tu peux jouer qu'à 4, donc obligé de rejoindre une partie à 4 et de dire vas-y, je suis dedans, vas-y, rejoins-moi avant que les autres rejoignent pour pouvoir être dans la même équipe. Ça a d'ailleurs un petit peu motivé l'idée de faire le PC gaming. PC Clairement. gaming. J'ai acheté 2 fois Battlefield, Alors qu'il une l'avait fois acheté sur sur Play PS5. et sur le PC, c'est fou, terrible. c'est le meilleur. Je pense que EA le kiffe, lui. Exactement. Mais en fait, avec pas mal de potes, j'en ai qui ont récupéré leur PC gamer qu'ils n'avaient pas allumé depuis je sais pas combien de temps et tout, et auquel on a joué pas mal, moins que ce que j'aurais aimé, mais forcément, on a tous nos emplois du temps. T'en as qui sont papas. Maintenant, c'est pas comme à l'époque où bon, tu faisais pas tes devoirs, tu te faisais embrouiller vite Pareil, fait. je suis et trop voilà. frustré au final de pas y retourner à chaque fois. C'est une folie et je trouve pas le temps de le faire, mais bon, j'espère pouvoir le faire pendant les congés ou quand j'aurai davantage de temps dans l'emploi du temps. Voilà, Battlefield 6, plutôt cool parce que j'ai passé des bons moments, même si au final, quand tu joues, il y a des fois, c'est un peu frustrant, mais c'est frustrant dans le bon sens du terme, dans le sens où t'es mauvais, quoi. T'es mauvais, ça fait un moment que t'as pas joué aux jeux vidéo, t'as les enfants qui s'éclatent sur le truc maintenant, qui font des tricks de zinzin. Voilà, je suis juste mauvais. Mais je suis d'accord avec toi, il y a le côté fédérateur qui est revenu vachement sur ce jeu. Ils ont en vachement mode, joué là-dessus. allez, vas-y, tu sais quoi, on se met une pilule, on va jouer à C'est le retour. à ce nouveau Battlefield, c'est le retour, on va voir ce que ça donne. C'est Battlefield Beaucoup 3 au plus carré, qu'un- en fait. Ouais. Mais ce que n'a pas eu, par exemple, Call of aujourd'hui, quoi. cette Non, mais année. Call of, est-ce que, par contre, on va faire un débat parallèle 2 secondes. T'as vu la campagne de Black Ops 7 ou pas? Non. Non, bah regarde là et je veux bien que tu me fasses ton avis dans le
prochain épisode, quand on va en discuter vite fait, tu vois, en intro, parce que je veux que tu regardes le lore de la campagne du 7, tu vas dire, mais si... mais si, tu m'en avais parlé. Non, mais voilà, si à l'époque, on m'avait dit que c'était ça, c'était ça qu'allait devenir Call of Duty, je t'aurais dit, mais impossible. Call of Duty, c'était les trailers avec du Eminem en fond, c'était Hans Zimmer à la soundtrack, c'était les Américains qui sauvent le monde. C'est clair. Bref, Battlefield 6, très sympa, mais si vous êtes dans les trucs un peu plus calmes, si vous êtes dans les trucs un peu plus... Oh merde. Dans le Je sais de partage. quoi il va parler. Ah non, partage. Non, je vais pas parler de Outer Wilds, je l'ai déjà vendu. Si vous l'avez pas fait, qu'est-ce que vous faites? Anecdote, ma soeur m'a appelé cette semaine en me disant ouais, j'étais au Japon, machin, j'ai acheté une Switch, machin, et du coup j'ai pris le jeu dont tu m'as parlé, la Outer Wilds, c'est ça? Je dis ah, enfin des bonnes nouvelles. Sois béni des dieux. Mais non, je vais vous parler cette fois-ci de It Takes Two. It Takes Two qui a été développé par Hazelight Studio, qui est un jeu vraiment super sympa qui se joue exclusivement en coop, mais en coop pas avec une IA. T'es obligé d'avoir quelqu'un soit en ligne en écran partagé, soit à côté de toi en écran partagé. Oui, 2 fois en écran partagé parce que le jeu il est fait pour être joué en écran partagé. Avec quelqu'un, il se joue en fait uniquement en coopératif. Et d'ailleurs, c'est la spécialité de Hazelight Studio puisque vous les connaissez peut-être pour d'autres jeux comme A Way Out. A Way Out, ouais, je l'avais fait, c'est jeu, très bien. Le jeu shooter où tu t'échappes d'une prison, enfin c'est le prison break du jeu, quoi. Il est génial, vraiment très très bien. Le mec, d'ailleurs, il est court quand même. Il est court, mais en vrai, il est plutôt cool. Le mec qui l'a fait, c'est celui qui avait fait à la base, tu sais, Brothers. Le nom complet, c'est... je me rappelle plus exactement. Ah, il y a un nom complet? Moi, je connaissais Brothers, A Tale of Two Sons. Ah oui, voilà. Tu joues 2 frères. Et c'est très cool parce qu'il faut des fois inverser lequel des 2 frères tu joues, qui a un peu des capacités. Il y en a un qui a des capacités que l'autre n'a pas parce qu'il est plus grand ou je sais pas quoi. C'est ça. Et l'autre, il est plus petit, donc il peut se faufiler. C'était le premier jeu du studio, du fondateur du studio qui fondera le studio quasiment en même temps. Il y a eu A Way Out, il y a It Takes Two dont je parlais. Récemment, ils ont sorti Split Fiction, qui est un jeu qui se passe dans 2... Alors, je l'ai pas fait, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ce qui se passe dans 2 plages temporelles. Donc vous jouez à 2, mais à la fois vous revenez dans le passé, genre à l'époque même pas médiévale, même encore avant, et tu passes à côté dans un monde presque cyberpunk, Tron, machin. Très très cool. Pour vous faire un petit pitch sur It Takes Two, puisque je l'ai fait assez récemment, vous jouez les parents d'une petite, et en fait les parents se séparent. En fait, ils sont en train d'annoncer littéralement à la fille quand tu commences le jeu qu'ils vont divorcer, et il se passe des choses qui font qu'ils se font transformer en marionnettes, en toute petite marionnette, et en fait ils évoluent à la fois dans le jardin, donc des endroits de la maison, le jardin, le grenier, la cave, l'extérieur, machin, et il leur arrive tout un tas d'aventures qui va peut-être les rapprocher, machin. Donc je vous laisse faire le jeu, vraiment très très cool, vraiment bien écrit. T'as plein de mécaniques. Très narratif. C'est très narratif et t'as plein de gameplay différents. C'est très marrant. Tu sautes d'un mode shooter, tu passes sur un mode RPG, tu passes sur un mode exploration, tu passes sur un mode versus fighting. C'est très très cool. Je vous le recommande fortement. C'est relativement émouvant et moi je l'ai fait avec ma copine, on a passé un super moment, même si, je dois le dire, je n'aime pas spécialement tout ce qui est puzzle game et j'aime pas les jeux, on va dire alternatifs, tu sais, un peu mou, machin, c'est pas trop mon kiff, mais là j'ai passé un très bon moment. Les 2 jeux dont je vous ai parlé, c'était des jeux payants et là je vais vous parler spécifiquement de 2 modes. Hogwarts Legacy. Pas du tout. Il est gratuit sur Epic Games, chopez-le. C'est fini là, mais c'est fini. Bon, bah tant pis. Écoutez, de toute façon, une fois que vous aurez visité Hogwarts, enfin, comment dire, Poudlard en 3D, vous aurez rien envie de foutre parce que Merlin, faut qu'il aille se faire foutre avec ses énigmes. Mais bref, je vais vous parler de 2 modes gratuits qui ont besoin d'avoir Half-Life 2 pour fonctionner. Mais bon, j'espère que vous avez Half-Life 2 quand même. Sinon, vous pouvez le trouver à genre 1 € maintenant, je pense, sur Internet. C'est Entropy 0 et Entropy 0 2. Quoi, c'est quoi ce signe là? Tu les connais? Non, mais il y a un mode Il a fait un geste blasé. Il y a un mode VR qui est un chambé qui est gratuit aussi. Ah, bon, bah écoute, tu pourras enchaîner là-dessus. Pourquoi est-ce que je vous parle de Entropy 0? En fait, pour ceux qui connaissent Half-Life 1, voilà, un portail qui s'ouvre. Enfin, comment dire? Je l'ai vraiment coupé pour ça, c'est génial. Une résonance cascade qui est causée par une activité scientifique qui fait que ça ouvre un portail vers d'autres dimensions. Xen qui met des aliens, machin, voilà, poum poum, machin. C'est un bordel, hein. C'est un bordel. Half-Life 2, tu te rends compte qu'en fait, ce portail qui a été ouvert, ça a donné la connaissance de la Terre à un empire qui est un amalgame d'extraterrestres qui s'appelle les Combine, qui sont les méchants principaux de Half-Life 2, Half-Life 2 épisode 1, Half-Life 2 épisode 2 et d'Half-Life Alyx qui est sorti. Je viens d'apprendre l'histoire. Banger. Merci. Je te fais un résumé très court. C'est un bordel, hein, parce que t'as d'autres trucs, t'as d'autres races, t'as des trucs de mecs qui se téléportent. Spoil pas la fin. Hein. Je spoil pas la fin, mais je suis sur l'épisode 1. Laquelle fin? Haha, attention. Ah, oui, et en fait, donc dans toute cette aventure, mis à part dans Half-Life Alyx, tu joues Gordon Freeman,
Tu vois un Dans petit peu Alix, tu Alix. joues Alix. Mais Non, dans Alix, tu joues Alix, mais dans Half-Life en général, tu joues Gordon. Half-Life. Ouais, c'est ça, tu joues Je suis Gordon Gordon. Freeman, le fameux scientifique muet, mais dans lequel tu es accompagné par Alix, qui est la fille d'un des scientifiques qui travaillait à Black Exactement. Mesa, le lieu où il y a eu la catastrophe. Je vous passe un petit peu l'histoire, mais pourquoi est-ce que je vous parle spécifiquement des modes Entropie 0 et Entropie 02 ? Entropie 0, c'est un mode qui a été créé par Breadman, qui se met dans la peau des Combines au rang le plus faible de leur hiérarchie, qui sont les Combines, Metrocop, les aliens. Les aliens. qui sont les... Alors, c'est les aliens à partir de l'épisode 2. C'est ceux qui vont, en fin de compte, réduire la Terre en esclavage pour leur voler leur eau. Je te fais la version courte, c'est à peu près ça. C'est vraiment pour eux une grosse fontaine. Ils ont vraiment niqué la population et puis ils s'en servent pour en fait alimenter leurs forces militaires. Le Combine, le DR, c'est pourquoi il s'appelle Combine, c'est qu'ils récupèrent un peu des technologies et des minéraux. connaissances, ouais, des capacités des peuples qu'ils oppriment pour venir s'améliorer eux-mêmes. Je te fais le pitch vraiment très court, mais en gros c'est ça. Et en gros, les Metrocop, c'est vraiment le rang le plus bas, c'est ceux qui sont même pas modifiés, c'est-à-dire ils ont une combinaison et c'est vraiment les mecs qui sont là juste pour opprimer, qui en général c'est les oufs, tu vois, c'est les mecs qui ont un C'est peu ceux des problèmes et ouais. qui tabassent la population. C'est les Stormtroopers un peu de Half-Life, non? Je vais dire un truc un peu méchant, mais pour moi c'est un peu la SVP, tu vois, c'est la SVP avec juste des bâtons électriques qui vient pour te C'est casser ta gueule, mais la SVP sortie d'un hôpital psychiatrique presque, enfin qui aurait dû y être en tout cas. Entropie 01, très très cool, pas mal, l'histoire est très sympa, machin, qui termine un peu sur un cliffhanger. Et pourquoi je vous parle d'Entropie 02 ? C'est qu'Entropie 02, c'est ce qu'on a de plus proche d'un potentiel Half-Life 3. L'ambition d'Entropie 02, tu es toujours les ennemis, mais tu prends... c'est un narratif potentiel à là où aurait dû commencer Half-Life 3. Half-Life 3 qui est, pour rappel, pas sorti, on sait pas, on n'a pas de nouvelles, on l'attend, ça fait combien de temps qu'on l'attend en vrai ? Ça doit faire 10 ans, un truc comme ça. Ouais. Mais apparemment, Half-Life, c'est Steam, hein, si je vous coupe. C'est Valve. Ouais, c'est Valve. ouais. C'est le premier jeu de Valve en vérité. Ouais. En fait, c'est un jeu qui terrorise complètement les équipes de Valve parce que passer après Half-Life 1 et 2 Trop d'attente. est très traumatisant. C'est pour ça qu'ils ont fait Alix en VR parce que on va dire que le risque était moins. C'est ça, t'avais le était plus casque. calculé. C'est C'est-à-dire terrorisant parce qu'ils ont peur des. Bah, des ils ont peur de retours, rater, ou- quoi, parce que c'est ils ont peur de tellement, rater, en fait, ok. c'est tellement une licence qui est mise sur un piédestal tellement haut qu'ils se disent si on se foire là, on tue un lore qui est, on peut pas se foirer. C'est un peu comme ce qu'aurait Ok. pu être Star Wars à une époque, et après, bon, ça a fait le débat que ça a fait une fois que ça, mais on sait que le 3 est dans les cartons, et en fait, le problème, d'après ce que j'ai compris, accrochez-vous, je vais faire un lore de zinzin, c'est que les problèmes de sortie d'Half-Life 3 sont prépondérants aux problèmes de notre crise de la RAM dont on parle toutes les semaines. Ça, j'y crois pas une Parce seconde. qu'avec l'histoire de la Steam Machine, la Steam Deck, la Steam Machine, parce qu'en fait, ils auraient veulent voulu sortir Half-Life 3 en ils même veulent temps. sortir en bundle, offrir pour justement pousser les gens à acheter, comme ils ont fait un peu avec la sortie de l'index où ils ont poussé Alix pour faire Ce vendre serait du casque. intelligent. C'est clair. Voilà. Mais du coup, voilà, Entropie 02 qui est censé, qui offre une vue un petit peu alternative à la fois de l'univers d'Half-Life, puisque tu joues encore une fois Ouais. les méchants. T'as toute pas, comment dire, une quête psychologique, un truc comme ça, mais il y a des rebondissements qui sont vraiment très très cool. Il a été primé, il a gagné pas mal de trucs d'awards par rapport à la qualité du mode et tout. Il a un narratif qui est parfois qualifié même meilleur que certains jeux AAA, donc vraiment, il est pas très long, hein, tu peux le finir en globalement 4 heures si jamais tu joues relativement bien, c'est entre 4 et 7 heures. C'est un mode qui est complètement gratuit, hein. Le mec il l'a fait, il l'a mis à dispo comme ça parce qu'il avait envie de le faire. Anecdote, pendant qu'il développait le mode, il a dû arrêter de le développer pour faire un vrai jeu, pour le vendre, pour pouvoir soutenir sa famille pendant le développement de ce mode-là qu'il voulait mettre à titre gratuit. Excellent. Franchement, il est super, il a des super cliffhangers. La fin, t'as même des fins alternatives qui te prennent avec des petits trucs, voilà, il y a des petits trucs un petit peu sympas. Je vais spoiler un petit truc pour ceux qui... Non, je vais pas le spoil, mais je vais vous donner une indication sur un truc un peu con que pas mal de gens ignorent dans l'univers de Half-Life, à moins de l'avoir poussé relativement loin le lore. Half-Life se passe dans le même lore que Portal. Le jeu où tu crées des portails bleus et orange et où tu dois... C'est-à-dire c'est une déclinaison, tu penses que ça c'est existe dans le même univers. Dans le même la société qui s'appelle Black Mesa, dans laquelle tu travailles au début de Half-Life, et la société qui s'appelle Aperture Science, qui est la société qui fait littéralement la machine avec les portails, etc., sont dans le même univers. Elles partagent le même lore et tu le sais à partir de Half-Life 2 ou Half-Life 2 épisode 1, je sais plus. Parce que Portal, c'est un jeu Valve. Épisode 2, je pense. Portal est un jeu Valve. Pas Valve. encore cette info. Ok. Donc voilà, les deux se partagent le même univers parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est recherché à la fin de la Half-Life 2 épisode 2 qui est potentiellement une solution à tout ce qui est guerre extraterrestre, etc.
Entropy Zero 2, si vous voulez savoir comment est-ce qu'ils répondent à ce truc-là, je vous encourage vraiment à le faire. C'est pas très long, c'est gratuit si vous avez déjà Half-Life 2, sinon vous avez littéralement 3 jeux en un et la possibilité de jouer à tous les modes d'Half-Life qui sortent qui sont exceptionnels. Franchement, si vous savez pas à quoi jouer cet hiver, allez-y les yeux fermés. Il y a Je un crois mode, qu'il faut que je me lance ça, du coup. il y a un mode VR qui est en cours d'ailleurs en plus pour faire le forceur. Ah toi t'as plus d'excuses, faut que tu fasses tout le Half-Life. Hein. Le Ah, 1, putain. le 1, t'as même le remake de Black, Ouais, le Black Black Mesa Mesa. Source. Donc t'as le remake de Half-Life 1 en qualité légendaire. Ouais, moi, faut y aller. j'ai commencé donc du coup Alix et là je suis en train de faire le 2. Je suis sur l'épisode 1 du 2. J'ai fini le 2, mais je suis sur Le l'épisode 1 il est 1. particulier, ouais, l'épisode 1. Exactement. Donc j'ai pas. Mais par contre, j'ai pas fait le 1. Moi, je suis en train de faire un rebours après. Oh. Voilà. Voilà, vous savez tout. Et toi, du coup, tu voulais nous parler d'un petit truc? Eh ben, je voulais vous parler d'une petite pépite que j'ai découvert qui est pas tout jeune, mais c'est 2 jeux en fait qui sont une saga puisque ça s'appelle Red Matter. Et franchement, Red Matter, c'est Red Matter 1 et 2, c'est un jeu en réalité virtuelle. Hein, c'est sur Meta, mais si vous êtes team plutôt PC VR parce que vous voulez pas donner des sous à Meta, eh ben, il est disponible sur Steam VR. Et en fait, c'est un jeu qui est assez fascinant. C'est vraiment le genre de jeu qui ressemblerait un peu aux séries Apple TV dont tu parles. C'est-à-dire c'est presque pour moi, j'ai presque pas envie de dire une série. Pour moi, c'est presque un bouquin sur lequel on joue, qui a un lore assez dingue. En fait, c'est quoi? C'est que en fait, tu es... Je te coupe, mais Ouais. juste, on parle beaucoup de lore. Si jamais il y a des gens qui nous écoutent, on parle pas de lore, une personne qui s'appelle lore. Le lore, c'est l'univers. Le lore, le lore, c'est l'univers qu'il y a tacite autour, dans lequel quand on parle- évolue. C'est ça. Quand on parle du lore de Star Wars, par exemple, C'est c'est pas juste les l'univers, films, ouais. c'est l'univers qu'il y a autour. Voilà, je voulais C'est juste ça. faire cet aparté parce C'est qu'on vrai, en c'est parle vrai. Je fais bien beaucoup de et le les dire. gens l'ont peut-être pas. Tu fais bien de le dire. Alors, c'est un jeu d'aventure et de réflexion, donc en VR, comme j'expliquais. C'est développé par un studio qui est vénéré dans la VR, parce qu'il s'appelle Vertical Robot, parce qu'ils font ni plus ni moins que de la magie, c'est-à-dire qu'ils Des robots arrivent à... verticaux. Ouais, exactement. Mais en tout cas, ils font des jeux avec... ils poussent les graphismes et la technique sur les jeux autonomes, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme les jeux les plus beaux que tu puisses VR. avoir en VR et Ok. sur casque autonome notamment, où tu as des contraintes en termes de puissance, etc. Et ils arrivent à faire des dingueries. En fait, tu incarnes un agent qui est envoyé sur une base spatiale abandonnée pour percer des secrets technologiques. Et en fait, tu vas à la recherche d'un de tes... d'une équipe qui a un peu disparu. Et en fait, tout ça, ça se passe dans une version alternative à la guerre froide, en fait. Et donc, tu te retrouves franchement, une ambiance assez rétro-futuriste qui est assez cool avec une esthétique soviétique parce que eux, le bloc s'appelle le bloc de l'Union Volgravienne, en fait. Et donc, c'est typiquement l'URSS qui est retranscrit un petit peu avec cette patte. C'est assez froid, assez massif et assez mystérieux. Et vraiment, en fait, c'est un jeu où il n'y a pas du tout d'action boum boum. C'est vraiment un peu du puzzle game et tu es en train de remonter le fil d'une enquête qui est en train de te mener vers un espèce de cliffhanger à la fin. C'est simple pour te dire, quand j'ai terminé le 1, il a fallu que je démarre le 2 tout de suite. Un peu ouais. comme tu m'as dit, tu avais regardé Silo à l'époque. Autre recommandation, si vous ne l'aviez pas entendu, qu'on vous Complètement. recommande, une série Apple TV+. Tu m'avais dit, quand j'ai fait Silo, il a fallu que j'achète les bouquins tout de suite. Et ben, c'est exactement le même sentiment que j'ai eu. J'ai fini le 1, genre, une fois tardivement, j'ai dit, bah les couilles, j'attaque directement le 2, j'avais besoin de démarrer. Excellent. Il y a une phase, j'ai pas envie de dire Matrix, mais un peu comme ça, quoi. Il y a un espèce de cliffhanger, je veux pas trop en dire parce que franchement, c'est assez vertigineux, c'est super bien écrit. Après, c'est, comme j'expliquais, du puzzle game. Moi, je suis pas trop un grand fan de puzzle game parce que j'ai l'impression que je suis trop con pour réussir à les faire. Mais par contre, il y a tellement une ambiance, il y a tellement une histoire qui t'emmène que tu te dis, ouais, il faut absolument La que narrative, je elle comprenne. prime, enfin, Exactement. sur le gameplay. En fait, exactement. Et c'est vraiment le délire. Je trouve que c'est écrit comme un très bon bouquin de SF qui peut être un peu comme écrit. Outer Wilds, quoi. Donc voilà, il faut arriver à passer outre le fait que c'est un rythme, par exemple, le premier, il a un rythme très lent. C'est vraiment, tu es tout seul. Et tu dois un peu naviguer dans cet environnement. Tu as beaucoup d'interactions. Et encore une fois, c'est soigné de ouf visuellement. Je crois qu'aujourd'hui, tu vois, c'est un jeu qui date ça doit être un jeu de 2019, tu vois, dont je te parle le premier. Et ben mine de rien, il tient encore la dragée haute sur certains titres. Le deuxième, tu sens qu'ils se sont dit, bon, on va éviter de trop faire chier les gens. Et il y a un peu plus d'action. Il y a un petit peu plus de phases où ça t'emmène un peu plus loin. Mais c'est un chef-d'œuvre. Voilà, pour moi, ça fait partie des jeux chefs-d'œuvre.
que j'ai pu faire. Donc voilà, Red Matter En 1 version et VR. Red Matter 2. Il n'y a pas de version plate de toute façon. Donc il vous faut un casque pour y jouer, que ce soit sur PC ou sur MetaQuest. Et le dernier jeu que j'ai envie de vous présenter, moi, de mon côté, eh bien, tu parlais d'Outer Wilds. C'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu dans le même, j'ai l'impression, état d'esprit. Je dis Non, non, même pas. C'est dans le même univers, littéralement, là, pour le coup. Enfin, Exactement. ouais. Bah, c'est No Man's Sky. Et No Man's Sky, moi, perso, j'avoue, c'est des jeux à l'habitude qui me frustrent. C'est tout ce que j'aime pas. C'est-à-dire des jeux où on te lâche en plein milieu de... Alors là, tu vois, déjà, GTA, j'ai du mal parce qu'on me laisse en plein milieu d'une map. Et en fait, je suis trop attiré par les quêtes toutes secondaires, machin. Et du coup, ça m'énerve parce que je veux pas les faire, parce que je veux me focus sur la trame principale. Et du coup, ça fait en sorte que je fais plus rien. Et ben No Man's Sky, mine de rien, c'est pire parce que c'est dans l'univers entier. T'as vraiment un univers qui est très très large. Et en plus de ça, c'est des genres de jeux où en fait, il y a une histoire un petit peu mystérieuse que moi je suis en train d'essayer d'accomplir. Ouais. Mais par Qui a un contre, prétexte au tuto, d'ailleurs. voilà, exactement, qui a un prétexte au tuto et en fait, limite, c'est un jeu de craft et tu dois construire, te développer, avoir des flottes de plus en plus grandes. des Littéralement, en vaisseaux, fait, c'est un jeu d'exploration spatiale. T'es lâché Exactement. sur une planète, t'as pas de mémoire, ton vaisseau il est pété, tu répares ton vaisseau, et tu te rends compte que tu peux miner la planète. Et en fait, tu te rends compte que bah, t'as l'univers à dispo pour miner. Donc, tu peux Exactement. littéralement faire une base sur les planètes que tu veux, tu peux explorer, tu peux Ça me fait construire tes penser à vaisseaux. Minecraft un peu. Mais c'est alors imagine un Minecraft. Alors c'est pas les mêmes graphismes, c'est pas du cube, c'est pas du voxel, ce genre Non. de truc. C'est vraiment comment dire procédural. Je sais pas c'est quelle techno ils utilisent derrière, mais tu peux creuser, tu peux faire une planète avec des galeries si t'as envie, tu peux créer ta base, tu Il peux n'y a aucune barrière. automatiser des trucs et genre vraiment tu peux visiter l'espace comme tu veux, faire des voyages, tu sais genre des voyages à vitesse de la lumière et tout ça. Et c'est en multijoueur, pardon, il a pas précisé, C'est mais ça. tu peux jouer à. Je crois que c'est beaucoup en plus. Hein. Je crois que Ah. tu peux faire des bons serveurs avec tes potes. Hein. Ouais, alors j'ai pas vraiment le nombre de joueurs en tête, mais très clairement, moi, c'est des jeux qui sont tellement vertigineux que j'ai dû parfois me faire accompagner par des puristes, des mecs qui se saignent pour pouvoir un peu avancer plus rapidement parce que c'est le genre de jeu qui ne pardonne pas. On parlait beaucoup du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour jouer. Ouais. C'est mon cas. Moi, tu vois, genre j'ai des phases, je vais jouer à No Man's Sky genre 2 ou 3 semaines et après j'y touche plus pendant Ouais. 3 mois, 6 mois. Donc déjà quand tu reviens, tu sais plus les boutons C'est tellement ça. il y en a. Et du coup, il y a beaucoup de frustration. Il y a des trucs où je bloque. Et en fait, c'est assez dingue. Il faut savoir qu'il y a un mode VR aussi. Donc, du coup, en fait, ce qui est génial, c'est que je peux à la fois y jouer dans mon pieu. Je prends 5 minutes, 1 heure, je joue. Et pareil, c'est un jeu aussi qui est assez permissif dans le sens où soit tu vas vite fait crafter un truc qui va te prendre 15-20 minutes et tu t'arrêtes là. Ouais. Soit tu peux plonger 5 heures dans le jeu toute une nuit, toute une journée si tu as envie. C'est ça qui est cool avec ce jeu, c'est que en fait, vu que t'as pas d'objectif défini à part la quête principale qui te guide un petit peu vers les résolutions d'un mystère. Alors pareil, j'ai pas joué longtemps, mais c'est un jeu qui te détend vachement. Genre quand tu commences à le faire, t'es pépère, t'es là, tu craftes, tu récupères tes petits composants, tu fais tes petits trucs. Mais tu je vas à vois le droite, à côté gauche. quête secondaire, c'est que en fait, si tu te concentres, tu peux faire tellement de tout que si tu te concentres pas sur C'est la ça. tâche principale, C'est ça. en fait, tu Mais à fais la tout fois, n'importe quoi. si quoi. tu fais une nouvelle run et que tu connais déjà les mécaniques du jeu, t'es pas du tout obligé de le suivre. Tu peux très bien juste faire l'étape où tu récupères ton vaisseau, puis après faire ce que tu as envie de faire. tu Non, vois. c'est-à-dire, ouais, c'est là où je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'un mec comme moi, je vais avoir envie, je pense, de faire la quête principale et d'essayer de broder un tout petit peu autour parce qu'il y a des. Comprendre le Tu jeu, peux quoi. tu peux créer une base spatiale dans l'espace sous l'eau. Et t'as un lore de zinzin avec des animaux, pas des animaux, d'apprendre des langues, etc., de comprendre tout Oui. un système qu'il y a autour de ce truc-là, tout en ayant cette trame où t'as un signal de quelqu'un qui t'envoie, comme il l'expliquait, Rewan, t'as perdu la mémoire. Donc en fait, t'es en train d'essayer de remonter ce qui t'est arrivé. Et t'as des Ça, trucs c'est un peu mystiques assez qui fou. t'arrivent en plus. Exactement, il y a un truc un peu mystique, Un peu je pense cryptique. un peu à la Outer Wild justement. Et tu as ce côté bac à sable où en fait tu peux refaire le jeu et dire bah là j'ai envie de faire un truc, je sais pas, me lancer dans une aventure où je vais faire mon propre lore et faire tes propres bases, etc., développer tes propres technologies. Et si vous Ça, aviez c'est entendu parler du jeu à l'époque où il est sorti, encore une fois, refaites-vous un avis. C'est un peu comme Cyberpunk quand il était sorti, où il était buggé jusqu'au cul, où il manquait des trucs et C'est tout. clair. Ouais. C'est pas du tout le même jeu que vous avez aujourd'hui. Je vous jure, le jeu, il a été mis à jour encore il y a pas très longtemps avec des nouvelles mécaniques, notamment le Halo. Ça fait Donc, tu peux 7-8 ans qu'il sauter, est mis à jour le jeu. C'est une folie à quel point le jeu fonctionne aujourd'hui, optimisé. Moi aussi, pareil, j'étais très chaud quand je l'ai vu sortir et je l'ai jamais acheté parce que j'ai vu que les gens lui ont chié dessus comme pas possible.
Aujourd'hui, je pense que, et surtout au prix où il coûte, ça vaut vraiment le coup d'y Exactement. aller. Et il est sur toutes les plateformes, PC, Switch, toutes les consoles. Bah, le jeu, il est considéré comme étant la plus grande remontada, hein, parce qu'il est sorti en 2016, effectivement. Il a été défoncé par tout le monde, parce il tenait pas les promesses qu'il vendait. Aujourd'hui, les promesses, elles sont plus que tenues. Donc, voilà, c'est vraiment un jeu, c'est limite, ça pourrait être le jeu d'une vie, tellement il est Il est assez complet, ouais. consistant de zinzin. Donc voilà, et en plus, il a un mode VR, donc tu peux switch VR, pas VR quand t'en as envie. Et tu vois, genre, des fois, tu tombes sur des planètes, elles ont un biome qui est assez dingue, et tu te dis, bah, tu sais quoi, je l'ai vu en écran plat, c'était très beau et tout. Bah, tu sais quoi, je vais mettre mon casque juste pour le voir avec mes yeux à moi et me déplacer à l'intérieur. C'est assez fou. Dans une autre catégorie, je voulais vous parler de deux livres. Ces deux livres sont dans deux catégories différentes. Mhm. D'abord, je voulais vous parler d'un livre photo de référence qui s'appelle Albert Watson, Chaos. Albert Watson, c'est du coup le photographe. Et ils ont publié avec ta chaîne une monographie photographique majeure retraçant un peu toute son œuvre. Pour vous expliquer un petit peu, c'est une rétrospective visuelle de ses 50 ans de carrière en tant que photographe. Albert Watson, c'est un photographe écossais, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est l'un des plus influents photographes de mode, de portrait et d'art Ça me dit quelque contemporain. chose, ce livre-là. Bah oui, tu l'as vu en personne. Mhm. On a vu des tétons. Oui, parce que en Ok. fait, ça fait partie. En fait, c'est un cadeau qu'il a reçu auquel Je sais pas prêt. on s'est cotisé pour les l'avoir tétons au Noël de potes dont on a D'accord. parlé dans l'épisode précédent pour ceux qui l'ont pas écouté. Et en fait, il a fait plein de photos. On peut parler de portraits de célébrités comme Steve Jobs, Mick Jagger, Kate Moss. Attends, arrête-toi 2 secondes, parce que la vidéo que tout le monde connaît de Steve Jobs, tu dis photo Steve Jobs, tu te rappelles de celle en noir et blanc, en col roulé noir, où il se tient le menton. Oui. C'est lui qui a fait la photo. Voilà, Ok. celle sur le livre Elle de fait partie Walter d'un Isaacson. shooting. Ouais. Cette photo fait partie, qui du coup illustre ce bouquin, fait partie de la photographie de Walter, Ok. de Albert Watson. Voilà, donc cette photo-là, c'est lui qui l'a faite. Comme des très célèbres photos de Alfred Hitchcock, pareil, qui est avec un corbeau, etc. Bref, c'est lui qui le fait. Il a fait du paysage, il a fait des nus, c'est pour ça que je parle de tétons. Il a fait des scènes urbaines, il a fait des natures mortes, il a fait du portrait, je vous le disais. Bref, pas mal de choses. Et ils ont choisi un petit peu de montrer la virtuosité de la créativité de Watson à travers ce livre photo. Je trouve magnifique. Et puis le livre, Taschen, alors, le livre est magnifique, l'écran est vraiment très beau, et en plus, le format fait que tu peux vraiment apprécier Ouais. la qualité du tirage, parce qu'en vrai, t'as des photos, t'es en mode oui, bon, c'est des photos, ok, c'est gentil, voilà. Là, en fait, il arrive à véhiculer une certaine émotion à travers les photos qui sont, somme toute, pas fait de la même composition, tu vois. T'as Complètement. des trucs vachement variés quand même. C'est pour ça que je dis que c'est deux catégories. Je vais vous parler de deux catégories parce que ça, c'est vraiment un livre photo. C'est ce qu'on appelle un coffee table book. Un quoi. coffee C'est book, un coffee book, celui que tu poses en exposition. Celui et que tu qui fait, poses, limite tu le laisses ouvert avec un beau truc en dessous. Enfin bref, c'est vraiment un livre que t'apprécies, où tu vas revenir dessus, où tu peux laisser exposer, les gens vont aller le feuilleter et tout ça. Je trouve très cool. C'est aux éditions Taschen qui font des collections de dingue. On parlait il y a quelques semaines du livre Ferrari. Ouais. C'est Taschen aussi. Enfin bref, ils font des trucs de fou. Dans un tout autre sujet, je voulais vous parler de créativité, un art de vivre. Il me semble que je l'ai déjà abordé rapidement dans un épisode. C'est globalement un essai sur la créativité fait par Rick Rubin. Rick Rubin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un producteur musical américain légendaire qui a cofondé le label Def Jam. Peut-être que tu connais, Mathieu. Ouais. Complètement. Voilà, c'est une figure hyper influente de la culture musicale depuis les années 80. Il a produit des artistes très très variés. Oui. Il est surtout reconnu pour son approche ouverte et profonde de la création. Et justement, à travers ce bouquin, il va plutôt parler de la créativité comme une manière d'être plutôt que de la capacité réservée à quelques artistes professionnels. Justement, il va démystifier un peu ce côté de créativité pour soutenir que la créativité, c'est pas un talent rare ni une technique secrète, mais plus une relation au monde un peu accessible à chacun. Et limite, c'est de nous inviter à envisager la créativité pas comme un ensemble de résultats, mais plutôt comme une façon d'être attentif aux choses, d'être plus présent, d'être plus engagé dans des conversations, dans ce qu'on voit autour de nous, et même dans notre expérience dans la vie quotidienne. Donc je trouve que c'est hyper intéressant. En plus, il est structuré par des chapitres hyper courts, inspirants et réflexifs un peu, où tu es vraiment... comme une sorte de manuel technique, on peut dire ça comme ça, où tu feuillettes et puis tu prends ce dont tu as envie et tu peux y revenir, t'es pas obligé de lire tout d'un coup. Et je trouve ça très cool parce que
ça prône un truc que j'aime beaucoup, le fait que la créativité, c'est pas une pratique de vie, ça implique tout simplement une posture de manière générale où tu vas t'impliquer mentalement vers une chose qui te passionne et y aller à fond. La créativité, c'est un processus que tu implémentes tout au long de ta vie et surtout tout le monde peut être créatif. C'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à des artistes, c'est pas réservé à ce genre de personnes. Tout le monde peut être créatif et tout le monde peut le devenir. Donc voilà, je voulais aussi le mettre dans cette parenthèse parce que c'est vrai qu'on parle du design et des personnes créatives qui ont toujours cette vision, ce truc-là en tête, alors que tout le monde peut l'être. Et je trouve que ce livre-là, il ouvre une autre perspective. Et si pendant ces vacances d'hiver, vous voulez un petit peu travailler là-dessus, ou si vous êtes curieux de découvrir ce que peut vous apporter ce bouquin en termes de créativité, je trouve que c'est une bonne recommandation. Alors moi, je vais tricher parce que en fait, c'est un animé. Enfin, je l'ai regardé sous forme d'animé, mais ça existe en manga, en fait, en bouquin. Moi, j'ai envie de vous proposer de découvrir l'une, on va dire, des ultimes aventures d'Akira Toriyama, qui est le fondateur légendaire de Dragon Ball et qui est pour moi une icône. Hein. Rest in peace. Il est malheureusement parti. Et en fait, Sandland, c'est vraiment une œuvre que j'ai découvert là. Ça existait depuis. Sandlord Sandland. En fait. Sandland, Ouais, ok. la vallée du sable, si tu veux. Et en fait, c'est vraiment une œuvre que j'ai découvert à travers cet animé avec mes gamins. Et honnêtement, qu'on soit gamin ou adulte, ça passe de ouf. Comme on peut être sensible ou ne pas être sensible à Dragon Ball, ça passe de ouf. Par exemple, moi, ma meuf qui est pas du tout manga pour un sou, pas spécialement beaucoup plus attachée que ça à Dragon Ball, puisque moi j'ai un affect particulier, parce que c'est ce qui m'a initié au manga et qui m'a fait adorer les mangas. Quoi qu'il en soit, c'est une œuvre qui se regarde très très bien. C'est une série, en tout cas si vous voulez la voir en animé, qui est sur Disney+. Et vous avez à la fois une série, un livre et aussi un jeu action RPG, si vous Ah ouais. voulez, du jeu aussi également, puisque c'est assez fou. Alors l'histoire, c'est quoi? En fait, on est dans un monde qui est devenu désertique, où l'eau est devenue une ressource très précieuse. Elle est d'ailleurs contrôlée par un roi qui est assez cupide. Et en fait, l'idée, ça va raconter l'histoire d'un shérif humain qui va s'allier à un prince des démons qui s'appelle Belzébub, et qui vont partir Belzébub. à la recherche de la fameuse source légendaire. Alors, comment je peux essayer de te vendre cette histoire? En gros, c'est assez fou parce que, en fait, déjà, ça montre tout le talent qu'avait Akira Toriyama sur le génie en termes, on parle de design, mais notamment des mechas. C'est quelqu'un qui était très très fort pour créer des chars, des motos, des robots. On l'a vu dans Dragon Ball, ils ont des robots, les fameuses petites capsules. C'est très iconique dans toutes les œuvres d'Akira La Toriyama. DA a un aspect très particulier. Ouais, Tout l'univers, les maisons qui ressemblent à des espèces de petites bulles et tout ça. Ouais. et je sais que, par exemple, tu vois, pour parler aussi de ces œuvres, il y avait Dragon Ball Daima, que j'ai apprécié, mais sans plus, qui n'est pas pour moi une très belle suite à l'univers de Dragon Ball, mais peu importe. Je sais que, par exemple, pour les animations, c'est une tannée pour les animateurs de devoir animer les véhicules que fait Akira Toriyama, tellement ils sont complexes et détaillés. C'est genre, Ah ouais. on est au niveau de l'ingénierie carrément pour vis-à-vis du mec. C'est à croire que ces confections, elles pourraient exister dans le vrai monde tellement c'est bien pensé. Et ça, donc déjà, c'est un des premiers aspects. L'autre aspect, c'est le thème écologique, on va dire. Moi, je suis pas spécialement ultra sensible. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai envie que la planète se porte bien, mais je suis pas le plus premier des écologistes. Mais en fait, ça raconte une crise qui pourrait un jour, qui frappe un peu déjà à nos portes. C'est la crise de l'eau et la cohabitation entre les espèces. C'est vraiment une espèce de fable écologique moderne, hein, qui va résonner particulièrement aujourd'hui, mais qui va être traitée de manière rafraîchissante, légère. Ça veut dire on n'est pas dans l'anxiété, on n'est pas dans. C'est vraiment un truc qui est là, qui est présent, qui est la problématique du manga, mais qui n'en fait pas un manga dépressif, qui vraiment continue de rester à quelque chose d'assez divertissant. Donc vraiment, si je devais essayer de vous le recommander, c'est qu'en gros, si tu cherches juste une bouffée d'air frais, parce qu'en ce moment le monde il est un petit peu anxiogène à mort, on va pas se mentir, franchement Sandland c'est vraiment la pépite qu'il te faut. C'est une aventure à l'ancienne avec des personnages attachants, avec un sens du design qui est incroyable. Je pense que tu seras touché parce que, comment dire, c'est pas du Disney, mais ça aurait tout l'air d'être le Disney mais vu par les Japonais,
version manga. C'est vraiment, D'accord. on est sur ce soin-là. Là où parfois, tu vois, Dragon Ball, en termes d'animation, ça peut être méga brouillon de ouf et tout ça. Là, c'est soigné de zinzin. Il y a vraiment ce feeling aussi où on est dans un voyage entre amis et ça fait vraiment du bien. C'est un pur divertissement. Vraiment, c'est un kiff que tu sois encore une fois adulte ou enfant. C'est quelque chose que tu vas croquer à pleines dents. Il y a un mood un peu entre Mad Max et un cartoon de luxe, si tu veux aussi ressentir l'ambiance. Et je trouve qu'en 2025, c'est vraiment une célébration à l'imagination pure. Moi, je vais vous parler d'un tout autre registre, puisque je vais vous parler d'un livre qui s'appelle Le pouvoir rhétorique. Apprendre à convaincre et à décrypter les discours. Donc là, comme ça, vous êtes en train de dire, ouais, j'arrive peut-être pas très bien à me projeter dans le truc. Ça a été écrit par Clément Viktorovitch, que vous ne connaissez peut-être pas. Si, Mathieu, Un tu le petit connais, peu, puisqu'il est ouais, sur la ouais. scène du streaming et qui fait pas mal de vidéos YouTube. Ouais, et puis il faisait Euh, des éditos, genre dans le quotidien ou le petit journal, je sais plus trop. Exactement, il a fait des chroniques chez les médias, Il a le effectivement. sens de la formule de ouf, lui. Il est alors, en fait, si tu veux, c'est un pote qui me l'a fait découvrir, Rafou, que je remercie au passage. En fait, il rend le décryptage des discours très très accessible. C'est pas Joel Clodo en termes de CV. Le mec, c'est un docteur en sciences politiques. Il a enseigné la négociation et la rhétorique à Sciences Po. Ça fait 10 ans qu'il le fait. Il a été aussi donné des cours à l'ESSEC, à l'ENA, à l'école de guerre, à Paris 13. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait ? Il est streamer. Donc, il a fait des chroniques effectivement entre-temps, mais aujourd'hui, la majorité de son activité, de ce que j'en ai vu, c'est streamer. Il en fait également des shorts, il fait également des vidéos YouTube où en fait, il va s'attarder à regarder des interventions d'hommes politiques, des discours, etc. Et il est décrypté, quoi. Les décrypter, mais mis ça en parallèle d'un contexte historique, de la promesse, de ce qu'il peut faire au travers de leur programme. Et surtout, il va donner, à travers ce livre, le pouvoir rhétorique qui est, je crois... Alors, c'est pas le premier livre qu'il a écrit, mais il en a écrit plusieurs. Il y en a un autre qu'il a écrit juste après, j'ai pas le nom, qui va en fait donner les méthodes pour non seulement soi-même construire un discours, mais en plus analyser ceux qui nous sont véhiculés au travers des médias, etc., pour déceler toutes les formules, tous les petits subterfuges qui sont utilisés de manière tout à fait voulue, hein, parce qu'aujourd'hui, on sait que la manière de construire un discours, tout ce qui est rhétorique, etc., c'est un code. art, c'est une Ouais, science, Il y a des codes, quoi. pour faire passer des messages de manière tacite, pour véhiculer certains discours. Un peu comme les gens qui analysent tout le body language, des choses comme ça, quoi. Exactement, mais là, lui, il va te donner des méthodes, des recherches, vraiment des fondements historiques sur pourquoi on peut dire telle chose de telle manière, en bénéficiant justement de la possibilité d'avoir un effet particulier en travaillant le discours de manière à le proposer sous un angle différent, tu vois. Là où c'est hyper intéressant, c'est que les gens ont de plus en plus de mal à parler parce qu'ils ont peur de prendre la parole ou de se faire bouffer par une personne. Bien sûr. Et je trouve ça hyper intéressant, ce genre de vision et de partage où justement tu vas essayer de démystifier un peu la parole de certains, surtout en politique, où ils vont toujours essayer d'utiliser des mots galvaudés, des phrases un petit peu Bien sûr. tirées Des sur fois, les ils cheveux. disent des phrases, mais en fait, il y a un sous-texte en dessous plus profond. Exactement. Aussi, comprendre les Et je trouve ça très très cool. Exactement. Et là, en fait, si tu veux, c'est méthodique la manière dont il va te présenter ça. C'est-à-dire, quelle idée tu veux la faire véhiculer, dans quel sens ta phrase tu veux la tourner. Quel moment tu mets des chiffres, à quel moment ils sont précis, à quel moment tu mets une métaphore, à quel moment tu veux mettre plutôt une assonance, une allitération. C'est vraiment très très cool. C'est le livre que je lis en ce moment le soir avant d'aller dormir. C'est construit à la fois de manière presque, c'est pas pédagogique, mais c'est presque encyclopédique, tu vois, dans le sens où il va t'emmener vers comment construire un discours déjà de base, qu'est-ce que tu as à ta disposition petit à petit, mais c'est presque quelque chose sur lequel tu pourrais revenir pour un moment si toi-même tu as besoin de prévoir une intervention parce que dans le cadre de ton entreprise, de ton activité ou juste d'une négociation potentiellement de ton salaire, tu as besoin de mettre des bons arguments et de bien les formuler. Il te donne les méthodes pour faire ça. C'est de la vulga, quoi. Et c'est de la vulga. Et dans un monde où aujourd'hui, c'est davantage de la télé-réalité plutôt que de la politique, je trouve ça super, l'approche de se dire, je vais donner aux gens au moins les moyens de reconnaître les subterfuges, si tant est qu'on peut les appeler ainsi, des subterfuges qui sont mis en exergue par les hommes politiques et par nos dirigeants, même dans la sphère privée ou professionnelle, pour justement me faire véhiculer un message, me faire craquer, me faire perdre tes moyens, accéder à une requête plutôt qu'à une autre, etc. Et toujours
avoir, pas l'ascendant, mais au moins avoir les outils à ma dispo pour avoir la connaissance de ce qu'on est en train de me mettre en face et savoir comment y réagir. Donc, je vous le conseille fortement. Ça doit coûter moins d'une 30aine d'euros. Tu peux redonner le titre du bouquin? Le bouquin, c'est Le pouvoir rhétorique de Clément Viktorovitch. Je vous encourage fortement à le lire. Franchement, c'est un truc, c'est presque regrettable que ce soit enseigné si tard et dans des parcours académiques si spécialisés. En fin de compte, ça devrait être d'utilité publique, ce genre de bouquin. Ça me fait penser au bouquin de Chris Voss, Ne coupez jamais la poire en deux. C'est un ancien négociateur du FBI qui partage ses méthodes. Lui, il a été, en plus de ça, après, éducateur, entre guillemets, où il apprenait en fait ses méthodes. Il était consultant, globalement, après. Ouais. Et il est hyper intéressant parce qu'il donne des méthodes, justement, pour essayer d'alléger les négociations que tu peux avoir dans la vie de tous les jours. Genre demain tu passes une entrevue où tu veux rentrer dans un nouveau taf, il va t'apprendre à essayer de contrecarrer des questions, ou dès que tu vas arriver face à une problématique, il va te montrer les méthodes pour décrypter un petit peu tout ça. Lui, il le faisait avec des poseurs de bombes, avec des prises d'otages et tout ça. C'est hyper intéressant, franchement. Ça rentre un petit peu, je trouve, dans ta thématique, et je voulais en parler. J'espère qu'ils s'en serviront pas dans le cadre de négociations terroristes. Ouais, non, mais dans la vie de tous les jours, c'est cool. La comparaison. Finalement, on peut parler du domaine tech. C'est vrai qu'on aime bien en parler sur ce réseau. Ça a fait un petit peu partie de l'ADN. C'est vrai. J'ai quelques produits, moi, qui m'ont marqué en cette année. Pour être très rapide, parce que c'est vrai qu'on est revenu quand même assez régulièrement sur ces produits, soit sous forme d'épisodes dédiés, soit sous forme de recommandations. C'est clair. Le premier, c'est la Kindle Paperwhite, que j'ai acheté il y a quelques mois de ça, et dont j'adore le produit. Franchement, c'est toujours un incontournable de mon côté. Tu sais, il y a parfois des produits que tu prônes, que tu achètes, que tu es en mode ok, trop cool, et après ça s'estompe avec le temps. Là, j'en suis toujours aussi content, et je me rends compte que j'achète de plus en plus de livres dessus, parce que ça, c'est des livres où tu pars du principe que t'as pas tellement envie que ça prenne de la place dans ton étagère. Et du coup, tu les achètes dessus. Déjà, c'est moins cher. Et surtout, tu te dis, voilà, je le lis, c'est une petite lecture. Ça te fait plaisir. Et comme ça, au moins, ça remplit pas ton étagère avec des beaux bouquins. Ouais. Donc, il y a les deux. Et je trouve que c'est chouette. C'est Moi, un j'ai beau fait produit pareil. à avoir. Ouais, je suis d'accord. Je me suis acheté une Kobo Clara qui est la même chose, mais côté Rakuten, si je dis pas de bêtises. Franchement, toujours aussi content. Alors, j'y vais et j'y reviens. C'est-à-dire que j'ai quand même des livres en physique. Pareil, les livres que je veux garder en version physique. J'en ai même que je lis en format EPUB et je les achète après en version physique parce que je veux les avoir en version papier. Mais toujours aussi content de ce truc-là. Dans le même domaine, moi, je me suis acheté une Remarkable. Je crois que c'est la version 2 que j'ai. C'est pas la version Pro. La version Pro, elle fait couleur. Moi, la mienne ne fait pas couleur. Elle ne fait pas rétroéclairage, mais elle est très pratique pour prendre des notes, et notamment, elle a des capacités. Alors, elle a un drive déjà où tu peux stocker tes notes dessus, et elle fait de l'OCR. Donc, en fait, une fois que tu as fait tes notes à l'écrit, elle peut te les mettre en format texte, multimédia. Enfin, tu sais, genre vraiment texte que tu pourrais éditer dans un éditeur d'un traitement de texte, c'est ça. Ou un Word ou un bloc-notes, ce que tu veux. Et tu peux te les partager par mail, par le drive. Enfin, franchement, c'est vraiment très, très pratique. Je l'ai acheté principalement pour m'en servir pendant les réunions parce que ça me fait chier pour en prendre des notes pendant la journée. Ma to-do, etc. Et pendant les réunions, parce que tout le monde est un peu la tête, pendant que tout le monde parle, enfin que t'en as qui parlent, t'as tout le monde qui a la tête baissée sur son écran, ça me faisait un peu chier. Donc là, au moins, je regarde l'interlocuteur, et puis en plus, j'ai une écriture assez merdique que je perds, en fait, à force de pas écrire dessus. Là, ça me permet de pallier un peu ce truc-là. Eh ben écoute, moi, je suis en train de tester la version française de ce produit-là, qui est la Paper Slate, qui va reprendre un petit peu les carences de ta Remarkable, c'est-à-dire qu'elle va être rétro-éclairée. En plus, il y a de l'éclairage chaud ou froid, donc ça, c'est plutôt cool. Elle a aussi donc tout ce que tu as un peu dit, c'est-à-dire que, pareil, au niveau de la prise d'écriture et tout ça, c'est plutôt pas mal. Elle a une reconnaissance aussi également d'OCR, aussi également, qui se fait via une IA, qui est un peu lent. On va dire que, en gros, ce que je pourrais dire, c'est que regardez quand même un peu les tests. Moi, je suis encore en attente pour la présenter sur la chaîne parce que elle souffre de pas mal de petites choses au niveau logiciel où ça manque un peu de maîtrise et de maturité. Elle a un argument banger pour elle, c'est qu'elle a le Play Store. C'est l'Android DR, ce qui n'est pas le cas pour Remarkable. Exactement, donc tu peux exactement mettre toutes les applications que tu veux dessus. Alors après, elle a un Android qui est assez vieux de mémoire. Je crois qu'on est sur de l'Android 11. Donc Android Jelly Bean. Non, Jelly Bean, c'est quand même un peu plus. Mais par contre, voilà, elle a le Play Store pour elle, mais au niveau software, pour l'instant, j'ai même pour l'instant quelques réserves. C'est pas une mauvaise machine.
mais disons qu'il y a des petites carences sur lesquelles je participe un petit peu au débugage et à la partie software. Donc, je suis en échange régulier avec le constructeur. Allez regarder si vous avez envie de vous renseigner, parce que c'est quand même français et c'est plutôt cool. Ouais. Par contre, encore une fois, moi, j'attends encore des corrections sur des bugs un petit peu gênants. Mais sinon, au demeurant, ça reste une très bonne liseuse et un très bon produit pour prendre des notes. C'est-à-dire que quand tu restes sur vraiment la base du produit, le tout le fait plutôt très bien avec un bon écran e-ink et avec ses rétroéclairages très très cool. C'est dès que comme moi, tu as envie de pousser parce que justement ils mettent le Play Store et que tu as envie de la pousser dans des retranchements ou que tu veux faire des tâches un peu plus avancées qui sont prévues sur la machine, elle est un petit peu légère de par sa configuration, processeur un petit peu faiblard et 2 Go de RAM. C'est vrai que ça peut rendre les choses tout de suite un peu plus délicates. Sans transition, je vais vous parler de la ROG Xbox Ally, mais c'est plutôt un Alors prétexte pour parler de ma nouvelle manière de jouer, de manière générale. Je sais que ça va régaler Rewan. Il est là, il attend une chose. Mais j'ai pas besoin, je savais. Mais parce que t'es dans le cas d'usage, c'est comme la Steam Machine. Tu le sais pas encore, t'es dans le cas T'es le d'usage. client, quoi. T'es le client client. Bref, dis-moi ce que target, c'est déjà, Mais vas-y. En vrai, C'est pas trop cool, t'es là, t'as envie de te faire une partie, tu l'allumes, hop, tu reprends la partie où t'en étais, clac, t'es dans le lit. Non, hop, parce tu qu'avant, coupes. il y a des mises à jour. Ouais, c'est vrai que c'est Xbox, c'est vrai que c'est vrai, Windows il y a derrière. Il y a des mises à jour, ça c'est Je clair. rigole. Mais par contre, je trouve que ce format est très cool. C'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension, tu sais, quand le Steam Deck est arrivé, cette nouvelle effervescence des nouvelles consoles Portable et et tout tout ça. ça. Portable, moi, le seul rapprochement que j'avais, c'était la Switch. Et je savais très bien que la Switch, ça allait rester dans le placard les 3/4 du temps et tu le ressors que quand il y a des potes. Ouais. Ce qui arrive à la Switch 2, hein, c'est clairement son cas d'usage. La ROG, c'est un peu pareil, dans le sens où j'y vais pas tout le temps. Après, j'ai pas beaucoup de temps pour jouer. Et quand je le fais, je préfère être posé sur mon ordi du coup pour jouer sur un plus grand écran. Mais je trouve que cette nouvelle manière de jouer est cool. Et surtout, Rewan, il m'a débunk un truc, c'est que maintenant j'ai le Steam Link, puisque j'utilise Steam, et donc du coup, je peux avoir la qualité de mon ordi Exactement. sur l'écran. Donc comment ça fonctionne globalement, c'est ce qu'on appelle plus ou moins du VDI, c'est en fait on projette le flux vidéo de qui est généré par le calcul de ta tour, donc le GPU, la carte graphique et tout ça, et on t'envoie juste le flux vidéo sur ta ROG Ally ou sur n'importe quel appareil via Steam Link, et tes inputs, les touches que tu vas toucher sont renvoyées à l'écran de manière très rapide, donc c'est pour ça qu'il faut un bon réseau internet. Mais c'est juste ça, c'est comme si on t'envoyait du juste cloud la vidéo. gaming local, on va dire. c'est légendaire. C'est ça. C'est juste de la projection de la vidéo, donc c'est comme si tu avais la manette qui était branchée à ton PC via internet. Ouais, c'est vraiment du streaming. Donc ouais, trop bien. Et du coup, ça m'a débloqué une nouvelle manière de jouer. Et puis finalement, depuis que je l'ai, j'ai quasiment pas rallumé la Play. Donc voilà, et je trouve ça très cool. En plus d'avoir des beaux objets du coup qui accompagnent, avec un beau clavier, souris cool, un écran qui va avec, qui accompagne, ça crée une vraie bulle, quoi. Dans une... Ah, ça sera peut-être déjà sorti. Ouais, normalement le setup il est déjà sorti. Je suis à déjà fond en train de charbonner dessus là, c'est terrible, c'est tellement long. Mais effectivement, il y a un setup gaming qui va sortir sur ma chaîne et sur la tienne aussi, Mathieu. Exactement, moi je suis en train de découvrir et je suis aussi en train de charbonner sur un setup gaming. Alors là, c'est la saison, ça fleurit. C'est une machine qui est pré-montée, donc du coup c'est le constructeur qui l'a fait. Pas de spoil, laisse-les découvrir. Mais une configuration, mes amis, je crois qu'on est de l'ordre de l'avion de chasse. C'est vrai, à peu près. Ça met Quentin à l'amende là sur celle-ci. Exactement. C'est et clair. Pour le coup, on a un écran aussi également que je pensais pas, qui dormait depuis des semaines, des mois, parce que j'attendais d'avoir la config qui allait avec. Et honnêtement, c'est une très très belle découverte. C'est le Philips Envia 27, je sais plus trop quoi la config, mais en gros, pour vous dire c'est quoi les avantages, c'est que déjà c'est une dalle QD OLED, donc elle reprend les avantages de l'OLED avec un petit peu les avantages du Quantum Dots, qui est une autre type de technologie qui permet d'avoir un niveau de luminosité qui est plutôt cool. Ce qui est très cool, c'est qu'on va retrouver ce qu'on appelle, alors ils appellent ça l'ambi-glow, et en gros typiquement c'est l'ambilight sur les télés. Donc avec ces lumières à l'arrière qui vont projeter les couleurs de ce que tu es en train de jouer. Donc niveau immersion, c'est très très cool. Et puis une fréquence d'affichage fulgurante de 360 Hz. Alors j'ai été voir dans des jeux, je crois qu'il n'y a que GTA où j'ai trouvé du 300, je crois que c'est monté jusqu'à 340. J'ai pas encore trouvé de jeu qui monte jusqu'à du 360 Hz limite. Bah non, mais en fait tu désactives la synchronisation verticale et ça va monter, t'inquiète. Ok, d'accord, ok. Bah, en tout cas, c'est juste que t'as le limiteur de DPS, mais t'inquiète, sinon ça monte. Ouais. Et donc voilà, grosse machine
aussi en vue En avec, perspective, ça avec va être, des produits HyperX aussi pour accompagner le clavier qui fait tac, 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 avec les bruits mécaniques incroyables et la souris ultra légère. Bref, pareil que toi, je suis sur mon mood gaming. Trop bien. Mais en tout cas, ouais, voilà, petit mot sur la ROG Xbox Live qui est très chouette. Je sais pas si ça vaut mieux de prendre un Steam Deck, je pense que oui, aujourd'hui, honnêtement. Mais Ça bon, dépend des c'est gens. des produits, ouais, c'est des Ouais. produits différents, donc à vous de voir. Mais je trouve que On ça n'a pas ouvre fait le test une autre encore. perspective, quoi. Ouais, de venir et de faire une partie tous les deux en coop Ouais. sur un jeu en étant au même endroit, on l'a jamais fait alors que c'est typiquement le cas d'usage de ces produits-là. En vrai, ça Il faudrait. faudrait tester, de Ouais. ouf. Deux petits produits pour terminer, gratos, d'utilité publique. J'ai envie de dire, le premier, c'est LM Studio. LM Studio qui est vraiment la possibilité de pouvoir tester des IA en local sur sa machine. Ça évite d'avoir à prendre déjà un abonnement qui peut coûter cher. Et en même temps, ça permet aussi également de garder ces données privées, on va dire, pour soi et d'éviter, si on a des requêtes, des questions à poser un petit peu problématiques ou en tout cas qu'on n'a pas trop envie de laisser aller dans la nature, ça peut être une bonne idée. Et c'est très simple, très accessible d'utilisation. Vraiment, faut pas avoir un niveau zéro en informatique, mais tu vois, quelqu'un de lambda qui s'y connaît un petit peu, qui sait lire, juste lire correctement les interfaces, c'est pas très difficile parce qu'en fait, tu installes cette interface-là et après, tu as un espèce de store qui te dit, bah voilà, tous les modèles de langage qu'on a à notre disposition. Faut juste avoir une machine quand même assez puissante ou assez véloce. Si vous avez des MacBook avec des Core M, c'est parfait aussi. Voilà. Après, il y a des versions qui sont des modèles de langage qui sont plus adaptés aux processeurs Intel, tu vois, aux cartes graphiques Nvidia, et des trucs qui sont vraiment taillés pour justement les processeurs ARM de Apple, les Core M. Voilà, ça c'est vraiment très très cool pour voilà, s'essayer et surtout ne pas avoir à payer d'abonnement pour de l'IA. Alors bien sûr, hein, ça a aussi ses limites. Le fait que tu héberges un modèle dans ta machine, il faut s'imaginer que tu n'es pas au niveau de pouvoir consulter un Gemini ou un chat GPT qui a des milliards et des milliards de paramètres. Là, tu vas sur des trucs qui va déjà avoir quelques milliards, mais c'est des petits modèles. Ça, c'est mon premier point. Ça peut être cool pour avoir ça si on n'a rien d'autre avec soi ou pas de connexion Internet pour s'aider à travailler. Tu vois, ça peut être cool. Et justement, le prochain outil que j'ai envie aussi de vous encourager à aller voir, c'est Notebook LM parce que on se doute pas du pouvoir de ce produit-là qui permet ni plus ni moins que d'ajouter des sources, donc de rajouter soi-même ses propres sources. Typiquement, je vous donne un cas d'usage, ça va plus vite, comme je vous l'ai dit dans des épisodes précédents. Mon fils, on scanne ses cours, on les met dedans et à la fin, on peut générer des rapports personnalisés. C'est-à-dire que vous allez pouvoir dire que vous voulez des rapports adaptés pour des personnes qui ont soit un certain âge, soit une certaine typologie, soit si vous avez un enfant qui a du mal à apprendre parce qu'il trouve les cours trop chiants, trop sommaires, vous allez pouvoir y mettre mon enfant aime l'univers de Minecraft et il est capable de vous rédiger une histoire, du cours, que ce soit de la science, de l'histoire, de la géographie, etc., tout en y injectant des petits easter eggs de Minecraft pour aider. Pour moi, le banger, c'est de pouvoir générer des podcasts en audio intéressants. Allez voir, c'est très, très... Ça peut aider beaucoup de familles qui n'ont pas les moyens d'offrir, par exemple, du soutien scolaire. Pareil, de mon côté, deux petits produits plutôt sympas. Alors, le premier, je vois pas mal de manettes, de trucs comme ça sortir. C'est un peu le nerf de la guerre pour certains d'avoir une manette qui leur convienne dans un peu tous les usages. J'ai pas encore mis mes mains sur la manette de chez Valve, le Steam Controller, mais ça ne saurait tarder quand elle sera J'ai dispo. hâte. Ouais, moi aussi. Mais entre-temps, j'en ai trouvé une vraiment pas trop chère qui est vraiment sympa. C'est la Gameser Nova Lite. C'est une manette qui est... je crois que sur Amazon, elle est entre genre Elle est à 20 40, et je crois. 25 balles. Non, moi, que ça, Ah ouais beaucoup moins que ça. C'est ce qui m'avait choqué. Elle a genre, je crois qu'elle a 25 euros, un truc comme ça. Elle est compatible iOS, Android, en Bluetooth. Et aussi, tu peux la brancher, elle a fourni avec un dongle, donc tu peux la mettre sur une Switch, sur une Xbox, sur une PS5, sur ton PC. Ça fonctionne hyper bien, donc c'est assez fou. Elle est livrée avec un dongle qui fonctionne en 2,4 GHz standard. Et truc assez fou, elle est fournie avec une petite coque de protection dans laquelle tu ranges à la fois le dongle et la manette. Pour 25 balles, c'est quand même pas... Tu vois, c'est pas un acquis. Et c'est des joysticks All Effect
qui sont intégrés dedans. Donc, c'est des bons joysticks magnétiques qui vont tenir les affres Sur la du durée, temps ouais. sans perdre de leur précision, avoir du drift, etc. Donc, franchement, le ressenti de la manette est très, très cool. Pour une manette à ce prix-là, c'est vraiment un banger. Je vous la conseille fortement. À prendre en main, c'est hyper simple. Si vous êtes comme Quentin et que vous voulez faire du Steam Link directement dans votre lit avec votre téléphone, c'est aussi faisable. Parce que, encore une fois, si vous avez un PC et un téléphone, un smartphone Android ou iOS, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour le faire, ou même un autre PC portable dans l'absolu. Et un autre truc auquel je pense, j'ai reçu pour Noël, parmi les cadeaux du Noël des copains, un kit qui permet de faire des des projets autour d'Arduino. Donc j'ai déjà des Arduino dont je me sers pour faire des trucs un peu programmés chez moi. Si tu peux expliquer trucs ce que un peu c'est à la vite noix. fait, le Arduino. Ouais, effectivement. Alors, c'est ce qu'on appelle des computer boards, si je dis pas de bêtises. Donc, en fait, c'est globalement des espèces de tout petits PC programmables sur lesquels Comme vous le pouvez Raspberry, lâcher- pour le plus connu. Comme le Raspberry, mais même encore plus léger que ça. Un Raspberry, c'est vraiment un petit ordinateur, un single board computer sur lequel vous pouvez du coup mettre l'OS que vous voulez. Il y en a même qui font tourner des petites IA dessus. Arduino, c'est encore plus léger que ça. En fait, ça fonctionne avec leur petit langage sur lequel vous pouvez coder des petits scripts et faire interagir avec d'autres petits composants, des boutons, des lumières, des ventilos, ce genre de trucs. Vous avez pas mal de kits comme ceux que j'ai reçus qui vous permettent de faire des projets un peu sympas. Et l'idée, c'est qu'en fait, une fois que tu as ça, tu peux faire pas mal de trucs. Tu peux les interconnecter avec des choses dans ta maison. Tu peux faire des petits projets type... pour apprendre à tes enfants à développer, genre je veux faire une petite voiture, je veux quand il appuie sur le bouton ça allume la lampe, je veux faire un détecteur qui bip quand quelqu'un passe trop, enfin quand l'ultrason capte que le mur il est trop près, ce genre de truc. C'est vraiment pas mal. Il y a pas mal de choses à faire. Moi j'ai des cas d'usage relativement spécifiques pour de la domotique à la maison. Malheureusement je mets pas assez de temps pour faire ce que j'ai envie de faire, mais typiquement un des cas d'usage que j'avais, c'était dans un des meubles, je voulais mettre un PC et le dissimuler dedans. Le problème, c'est que mettre un PC dans un meuble, vous vous en doutez, c'est pas une idée géniale. Faut mettre Ce des truc qui va ventilos, quoi. chauffer sa mère. Et ben justement, ce que je voulais faire, c'était faire un système avec un capteur de température qui, quand il détectait que stylé. la température était relativement élevée, mais indépendamment de si le PC il était allumé ou pas, ça alimente, enfin que ça lance automatiquement des ventilos à une vitesse plus ou moins progressive en fonction de la température, tu vois. J'avais grand envie de faire ça aussi. Et c'est typiquement un truc qui est faisable avec un Arduino. Encore une fois, Arduino. Alors Arduino, c'est open source, c'est-à-dire que vous pouvez acheter une Arduino board fabriquée par Arduino, mais vous avez d'autres formats qui existent, qui fonctionnent avec Arduino, qui ne sont pas des produits fabriqués par Arduino. C'est vachement cool. Ok. Moi, j'en ai acheté des petits en USB-C qui sont vraiment tout petits, qui font la taille de clé USB. Et c'est typiquement le format que je voulais avoir pour pouvoir faire des trucs intégrés et puis derrière coupler ça avec peut-être de l'impression 3D, ce genre de truc pour pouvoir faire des boîtiers un peu esthétiques. Mais si vous avez quelqu'un qui n'est pas fan de développement et qui est un peu comme moi, qui aime bien apprendre avec des trucs relativement pratiques, Arduino, c'est une super bonne idée. Avec tout ce que tu es en train de dire, je voudrais juste glisser une découverte qui a été pour moi, et d'ailleurs je la dois à toi Quentin, c'est l'impression 3D. J'ai découvert les joies et les frustrations aussi de l'impression 3D parce que j'ai une très vieille impression que tu m'as donnée qui est un vieux modèle. En fait, je suis un peu, apparemment, d'après ce que m'ont dit les spécialistes, je suis un peu retourné un peu à l'âge de pierre de ce que fait l'impression 3D. Mais honnêtement, c'est un truc, si vous avez envie d'avoir la satisfaction d'avoir l'impression de créer un peu les choses vous-même, même si c'est en vrai, c'est pas totalement le cas parce qu'on va dans des sites internet, on chope des plans. Mais si vous avez envie de créer des petites choses pratiques chez vous, des trucs pour aider à ranger vos câbles ou des petites utilitaires. Moi, par exemple, j'ai une Switch et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tu sais, les Joy-Con manettes, là, ouais. les manettes là, j'ai fait des petites manettes qu'on met dessus. Alors, j'ai raté, je sais pas, pour 20 impressions tentées, j'en ai réussi peut-être 4 ou 5 parce que, bah, pareil, j'apprends à maîtriser le produit et pareil parce qu'il est d'un autre temps. Mais malgré tout, je te cache pas que c'est un des sujets que je vais commencer à regarder. Typiquement pour la chaîne aussi, c'est un truc que je vais essayer d'explorer avec peut-être une machine un peu plus récente pour voir aujourd'hui ce qu'il est possible de faire. Franchement, pour se faire des petits cadeaux même entre amis ou autres et d'avoir ce côté un petit peu très très cool. On a fait une protection pour un pote à moi qui a un drone volant et je lui ai fait une protection pour son drone, un cache qui vient le protéger contre les chutes et tout. Honnêtement, l'impression 3D, c'est un truc, tu sais, quand tu me l'as passé, j'étais là en mode, ouais, à la base, j'avais besoin pour un truc en particulier. Et finalement, plus ça avance, j'ai fait un cache-pile pour ma télécommande parce que le cache, il est toujours pété. Voilà, bref, l'impression 3D, un sujet à... Une fois que tu l'as, tu à t'en sers tout le temps. Ouais. En vrai, ouais, il y a un côté très addictif et on m'avait prévenu. Et pour le coup, c'est vrai que malgré tous les foirages et toutes les frustrations, il y a quand même un côté, quand tu as réussi, tu as la petite musique de Final Fantasy,
T'es saucé. de ouf. Tu m'étonnes. Bon, en tout cas, voilà un petit peu pour nos recommandations de l'année. Un gros petit épisode chapitré. Hein. N'hésitez pas à aller checker et revenir sur certaines parties. Mais on était ravis de vous faire ce résumé. C'est vrai que ça fait quelques mois qu'on l'a pas fait. Au moins, vous avez un bon melting pot des suggestions qui nous ont bercé pendant l'année. N'hésitez pas à mettre les petites 5 étoiles, à nous envoyer et nous partager vos recommandations de l'année via la bulle vocale. On se ferait un plaisir de l'écouter pour un prochain épisode. Et surtout, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Joyeux Noël à tous. Profitez bien de votre famille, de vos entourages. Nous, on se dit à très vite sur Bubble. Allez, ciao. Ciao. Ciao.